Ils sont toujours en plateau. Non, nos invités, Eric Johnson, journaliste, directeur de publication de l'Union, et Horace Donkovi, activiste panafricain. On va parler du Burkina Faso, le dialogue politique entre la majorité et l'opposition consacrée à la situation sécuritaire au Burkina Faso en proie à des violences djihadistes récurrentes a abouti à un consensus sur une mobilisation patriotique, ont annoncé les principaux acteurs. Alors, Horace Donkovi, quand on voit tout ce qui se passe au Burkina Faso, on avait vu la réaction également de l'opposition qui, entre-temps, avait demandé la démission des ministres de la Défense et de la Sécurité, ce qui a été fait. Ce consensus est, disons, la bienvenue pour toute la nation burkinabé. Oui, c'est une bonne nouvelle pour le Burkina, c'est une bonne nouvelle pour la région. Parce que quand un pays s'engage sur la voie de la stabilité, mais c'est une bonne chose. Ensuite, je pense que lorsqu'on a des attaques comme le Burkina en subit actuellement, oui, il faut une mobilisation de la population, et cette mobilisation de la population ne peut pas se faire sans les acteurs politiques qui comment dirais-je, qui participent au débat de la nation. Il faut que ces acteurs-là fassent partie de la mobilisation, sachent mettre leur querelle de côté pour pouvoir assurer la sécurité et la pérennité du territoire. Moi, généralement, je dis, ces États sont en situation de guerre. Il s'agit de guerre. Il ne s'agit pas d'attaque terroriste. Il s'agit de guerre. Lorsque vous avez des éléments de l'étranger qui viennent, qui rentrent dans votre pays, qui tuent la population, qui prétendent même conquérir une portion du territoire, qui ont des armes dont comment dirais-je, on tait la traçabilité, qui ont de l'expertise, qui ont de la sophistication dans l'attaque, qui peuvent se déplacer de frontière en frontière, de pays en pays, forcément, oui, il faut une mobilisation concrète. Et moi, je vais plus loin, parce que je dis, dans certains pays, en tout cas, de ce que l'histoire nous apprend, c'est que lorsque la nation est attaquée et que ses principes même sont remis en question, les gens vont plus loin, ils vont jusqu'à la conscription. Ils vont jusqu'à la conscription. Et au Burkina, on a eu, comme au Mali, les phénomènes des milices, les phénomènes des chasseurs traditionnels, le phénomène, tout un ensemble de personnes qu'il faut encadrer, qu'il faut organiser avec l'aide de la population pour pouvoir justement sécuriser le territoire. Vous ne pouvez pas sécuriser un territoire si vous n'avez pas l'aval des populations. Et je pense que la plupart de nos pays, ça a été le problème. La plupart de nos pays, ça a été le fait de ne pas avoir l'humilité de rentrer en communion avec la population, parce que justement cette population-là que vous allez prétendre défendre va vous rappeler un certain nombre de manquements que vous avez commis par le passé. Les populations du nord du Burkina, mais ce sont les populations les plus exposées, ce sont aussi les populations les plus pauvres. Ce sont aussi les populations qui ont fait un certain nombre de réclamations qui n'ont pas été écoutées dans le passé. Et forcément, oui, lorsque vous demandez à ces populations de participer, elles vous demandent de pouvoir s'exprimer librement et elles vous demandent de rentrer dans leurs droits, d'avoir un certain nombre d'exigences. Parce que justement, c'est lorsque ces exigences ne sont pas remplies que des groupes terroristes se permettent de venir détourner cette population et la résoudre, la contraindre à participer à ces exactions. Alors, donc quand vous voyez par exemple les groupes terroristes, ils sont généralement dans une grosse entreprise de communication qui consiste à faire comprendre aux populations qui sont beaucoup plus légitimes que les hommes politiques ou les gouvernements sous lesquels ces populations vivent. Donc c'est important que les hommes politiques comprennent cela, organisent les populations, fassent le brainstorming efficient pour pouvoir voir comment défendre la nation et puissent vraiment fédérer. C'est une bonne occasion d'ailleurs de fédérer autour du sentiment national. Alors quel rôle précisément l'opposition, elle, va jouer? C'est vrai que Eric Donkovi a donné des explications. On sait que le pouvoir est déjà au front avec les forces armées. Maintenant, concrètement, l'opposition, quel rôle elle va jouer? Accompagner le pouvoir? Oui, c'est dans la logique des choses, l'opposition va accompagner le pouvoir dans toutes les décisions qui vont vers la sécurisation
du pays. Et faciliter la mise en œuvre. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est ce sursaut patriotique qui naît au Burkina Au Faso. Burkina Faso, ouais. Vous savez que généralement, lorsque pouvoir et opposition se retrouvent pour discuter, chacun essaie de tirer le marron du feu vers soi pour bloquer l'autre à avancer. Le plus souvent, c'est que finalement, le pouvoir prend sur lui la responsabilité et passe par forcing toute action selon Et c'est là où on attribue souvent l'échec à l'un ou à l'autre. à l'autre. Mais ce que nous avons vu au Burkina Faso est d'autant plus important que ça doit être un cas d'école pour les autres pays de la sous-région. Aujourd'hui, tous parlent du terrorisme, du djihadisme et globalement de l'insécurité dans la sous-région. Mais chacun a son agenda. C'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre, nous autres populations. Pourquoi vous voulez lutter tous contre la même chose et dans le même temps, vous ne voulez pas vous asseoir et vous accorder les violons pour y aller ensemble? Ce que nous venons de voir au Burkina Faso est très important. C'est salutaire. Vous allez voir bientôt que le Burkina va, l'État burkinabé va récupérer tout son territoire et chasser de son territoire ces djihadistes-là qui se cachent dans les montagnes un peu partout. Alors, ce que oui, je voudrais ajouter, sans problème. c'est que, vous savez, les populations, les groupes organisés qui combattent ces terroristes et tout ça, n'ont aucun moyen. Parce que l'État a même peur, quand on a les moyens à ces groupes-là, peut-être que ça va se retourner contre les populations civiles. Et donc aujourd'hui, avec cette approche-là où on a trouvé un consensus, on est arrivé à s'entendre sur ce qui peut faire avancer le pays, je crois que ces groupes-là peuvent être dotés de moyens et c'est là où l'opposition va accompagner le parti au pouvoir pour régler ce problème d'insécurité dans le pays. Autre chose, vous n'êtes pas sans savoir que, je crois, la semaine dernière, on disait, je disais que j'étais dans le regret de l'arrestation de certains membres, comme Diendéré, Bassolé et tout ça, parce que c'est des fins négociateurs, c'est des gens qui connaissent déjà les circuits de ces terroristes-là, parce qu'on les a déjà envoyés au front. Et ils ont déjà commencé par faire un travail. Aujourd'hui, avec cette situation où l'opposition et le parti au pouvoir s'entendent, je crois que ces expertises-là vont permettre quand même à l'État de mieux faire le maillage du pays et travailler dans de bonnes conditions pour véritablement repousser ces terroristes du territoire burkinabé. Cette question de sécurité ou d'insécurité pousse également à penser à la réconciliation nationale. Un forum doit être organisé en janvier 2022 en vue d'un dialogue inclusif, selon Vincent Dabligou, le porte-parole des partis de la majorité. Le chef de l'État s'est engagé pour qu'un dialogue constructif soit mené pour permettre à l'ex-président Blaise Compaoré en exil en Côte d'Ivoire depuis 2014 et l'ancien Premier ministre Isaac Zida en exil au Canada de rentrer au pays. Cela veut dire que cette question de sécurité permet aux acteurs de transcender finalement les réalités et la question de la réconciliation est on ne peut plus importante. Alors, parce qu'il ne faut pas que le processus, à mon sens, il ne faut pas que le processus soit vicié. Pour moi, une réconciliation, elle se passe parce qu'il y a eu un litige. C'est ça. S'il y a eu un litige, il y a eu des préjudices. Mais il faut qu'on s'entende sur les litiges qu'il y a eu et les préjudices qu'il y a eu. Donc cela implique qu'il faille des confessions.
que les personnes reconnaissent ce qui a été Ça, fait. c'est le panafricanisme Sinon- qui parle. Hein? Je vous assure. Pourquoi se réconcilie-t-on? Si je n'ai pas de litige avec toi, pourquoi Ouais. est-ce qu'on se réconcilie? Donc, je pense qu'à un moment, beaucoup d'acteurs doivent lever l'amalgame. C'est-à-dire, le fait que M. Blaise Compaoré puisse rentrer au Burkina, ou M. Zida puisse rentrer au Burkina, ou qu'on puisse éventuellement voir comment ça s'arranger sur le cas d'Yendéré ou Bassolé, ne doit pas remettre en question le fait qu'ils puissent confesser un certain nombre d'actes. Parce que justement, comme il s'agit d'union de la population, il y a une population qui exige cette vérité et qui exige cette confession-là pour pouvoir pardonner. C'est cela l'Afrique. Je ne peux pas vous pardonner si vous n'avez pas confessé, reconnu et que tout ce vous que vous n'avez avez pas fait. demandé pardon. À partir du moment où vous demandez pardon, et que généralement je pense que dans nos peuples, lorsque la personne vient demander pardon, vient s'excuser, lorsque le pardon est accepté, on scelle la réconciliation par quelque chose qui permet justement de couper le cycle de la vengeance, le cycle de, comment dirais-je, de l'intransigeance. Et justement, le fait que M. Blaise Compaoré puisse revenir dans son pays, y vivre décemment, participer à l'effort de résistance, participer à l'effort de défense, mais n'enlève rien au fait qu'il puisse revenir dans son pays, confesser d'un certain nombre d'actions. Éventuellement demander pardon. Exactement. Je ne vois pas où se situe. C'est là, c'est-à-dire, il ne faut pas que l'on fasse croire aux gens que cela pose problème. Et dans la sortie de Vincent Dabelgou, cela n'est pas exclu. Ils peuvent revenir au pays, confesser cela et demander pardon. Moi, je souhaite qu'ils reviennent au pays. C'est-à-dire, on a vu au Japon, d'accord, des gens avoir été négligents pour le cas de la centrale nucléaire de Fukushima. Une contamination d'une région entière. Et des premiers ministres ou d'un gouvernement venir demander pardon. Pourquoi, au niveau de nos États africains, pensons-nous que demander pardon est une honte? Vous pensez que si ces personnalités reviennent, elles vont jouer un rôle capital si ces personnalités... dans l'éradication de l'insécurité? Ces personnalités, justement, parce qu'elles ont la prétention d'aimer leur peuple et d'y être attachées, gagneraient à revenir au sein de leur population, à confesser leurs actes et à participer à l'effort de défense de cette population. Généralement, quand on parle actuellement, la grande mode est de parler de la Chine. Dire la Chine, la Chine, la Chine. Les gens ignorent que à l'époque déjà de la conquête japonaise, la Chine était déjà divisée entre deux grands courants. Celui du PCC, avec Mao et ainsi de suite, et celui de Chiang Kai-shek, avec le Kuomintang. Et les deux parties, bien qu'antagonistes, ont dû s'allier pour chasser les Japonais. Lorsqu'on parle de la Chine actuellement, la Chine moderne telle qu'on la connaît actuellement, mais on oublie que l'instigateur de cette Chine moderne-là, c'est Deng Xiaoping, qui a été enfermé. On l'a mis en prison, je ne sais pas, peut-être pour 10 années, un certain nombre d'années. Son fils, on l'a défenestré, son fils. Son fils a été handicapé, on l'a défenestré. Ça ne l'a pas empêché de revenir aux affaires et de diriger le pays avec un certain nombre d'acteurs qui étaient là à l'époque de Mao. Et c'est ce qui a donné la Chine actuelle. Donc, à un moment... On va marquer la pause, une petite pause. On va revenir sur le débat parce que c'est passionnant. Et surtout, Eric Johnson n'a pas encore dit son dernier mot. La pause et la suite après.